Chaque dimanche, Dileya se levait tôt, juste au moment où la lumière pénétrait à travers les bords des rideaux de notre chambre, et commençait son rituel tranquille. Elle bougeait comme un murmure, des pas doux, de doux tintements de tasse à café, le sifflement de la bouilloire qui chauffait. J'adorais me réveiller avec l'odeur de son thé à la camomille et le léger parfum de lilas de son shampoing alors qu'elle se penchait pour m'embrasser au revoir. J'y suis allée, disait-elle, et j'acquiesçais, à moitié endormie, mais toujours sûre d'elle. Windermere Valley, la modeste maison de ses parents nichée entre des collines basses et des champs de fleurs sauvages, était un endroit ancien, toujours quelque chose de cassé, toujours quelque chose à réparer. Et Dileya, étant Dileya, n'a jamais pu résister à l'envie de réparer les choses. Je ne l'ai jamais remis en question. C'était le genre d'homme en qui j'essayais de faire confiance et de me soutenir. Elle rentrait le soir avec un doux sourire, m'embrassait sur la joue, me tendait un petit paquet emballé dans du papier d'aluminium ou glissé dans un sac en papier. Le fameux ragoût de sa mère, les betteraves marinées de son père. Parfois juste une miche de pain frais qui conservait encore la chaleur du four. J'ouvrais le sac, je respirais le riche arôme et j'avais l'impression d'avoir reçu plus que de la nourriture. J'avais reçu une preuve d'amour, de connexion, mais quelque chose avait changé ces derniers temps, et je ne savais pas quand cela avait commencé, seulement que je pouvais le ressentir comme une pression dans l'air avant une tempête. Son sourire était toujours présent, mais il était plus pâle. Ses baisers tombaient toujours, mais ils étaient précipités. Creux. Je me suis dit que c'était le stress. Son travail au sein de l'entreprise était exigeant. Peut-être qu'elle était juste épuisée. Peut-être que j'avais été trop occupée par les délais et les feuilles de calcul et que j'avais manqué tout ce qu'elle transportait. J'ai essayé de chasser cette pensée, mais vous savez ce que c'est quand une graine de doute est semée. Il s'enracine en silence. Je me réveillais le dimanche et surveillais la porte après son départ, me demandant quand j'avais commencé à avoir l'impression que la maison était plus vide sans elle. Pas seulement dans l'espace, mais en présence. Ce dimanche n'a pas commencé différemment. J'étais au lit quand je l'ai entendu emballer la voiture, le doux bruit du coffre se fermant puis le moteur bourdonnant. J'aurais pu laisser passer ça. J'aurais pu laisser passer une autre semaine dans un flou d'hypothèses et de réassurances sans enthousiasme. Mais quelque chose dans la façon dont elle n'a pas croisé mon regard ce matin-là m'est resté. C'était rapide. Un regard qui effleura à peine le mien avant de s'éloigner comme un sentiment de culpabilité essayant de passer inaperçu. Je m'assis à la table de la cuisine avec une tasse de café rafraîchissante, regardant le tourbillon brun de crème au centre. Et quelque chose en moi a pris une décision discrète. J'allais à Windermere, pas pour espionner, pas pour accuser, juste pour apporter de la nourriture cette fois, une surprise, un geste d'amour. Peut-être que nous avions juste besoin d'une réinitialisation. Peut-être que si je me présentais, elle verrait que j'étais toujours là, toujours en train de la choisir, toujours elle. J'ai emballé une petite boîte, ses friandises préférées, un thermos propre du mélange de thé de sa mère. Je m'étais trempée. Même le magazine avec les mots croisés vers lesquels elle retournait toujours à la dernière page. J'ai roulé lentement, le genre de lenteur qui fait trop réfléchir. Windermere Valley se trouvait à environ 1h30 au nord, juste après Birchtrail. Le trajet avait toujours été comme une expiration, et j'espérais que ce serait toujours ainsi. J'ai baissé les fenêtres et j'ai laissé entrer la brise fraîche d'automne, les feuilles flottant comme des plumes dorées. J'ai mis la playlist qu'on utilisait lors des road trips, du soft folk, ses vieilles chansons pop préférées. Quand sa voix faisait entendre le refrain faux. Je rirais et chanterais avec elle. Aujourd'hui, la voiture était silencieuse à l'exception de la musique. À mi-chemin, je suis passé devant le restaurant où nous nous arrêtions pour prendre des milkshakes. D'une manière ou d'une autre, il paraissait plus petit. Ou peut-être était-ce simplement parce que les souvenirs semblaient trop importants. J'ai serré le volant plus fort et j'ai continué. Je me suis dit que je n'étais pas nerveux. Je me suis dit que c'était de l'amour. Lorsque j'ai finalement emprunté le chemin de gravier familier qui menait au chalet de ses parents, ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais d'anticipation. J'imaginais sa surprise, son rire, peut-être même son soulagement. Je l'imaginais courir vers moi et me dire, « Tu m'as manqué aujourd'hui. Je suis heureuse que tu sois venu. » J'ai ralenti à mesure que les arbres s'éclaircissaient, la maison juste au tournant.
Et puis je me suis arrêtée parce que ce que j'ai vu, ce n'était pas ses parents arrachant les mauvaises herbes ou son père réparant le tuyau sous le porche. C'était Dileya, debout sur ce porche. Mais elle n'était pas seule. Je n'arrivais pas encore à comprendre tous les détails. Juste assez pour sentir la certitude que j'avais portée se dérouler comme le fil d'une manche. J'étais encore trop loin pour le savoir, mais suffisamment près pour sentir quelque chose se briser. J'aurais dû appeler. J'aurais dû avancer et la laisser me voir. Mais au lieu de cela, je suis restée figée dans la voiture, regardant se dérouler une scène que je n'étais pas censée voir. Mes doigts serraient le volant. La boîte sur le siège à côté de moi s'est légèrement inclinée, les rouleaux glissant dans la bouteille de cidre. Je regardais devant moi, immobile. 1000 questions bourdonnaient dans mon crâne, mais je n'avais pas de réponse. Pas encore. J'ai pris une inspiration tremblante. Une décision m'avait amené ici. Un acte de confiance. Un dimanche, la nourriture était restée intacte à côté de moi. Je n'étais même pas encore sortie de la voiture. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais déjà que ma vie était sur le point d'être divisée en deux avant ce moment. Et après, la cuisine fut remplie du doux bruissement du papier et du tintement des bocaux en verre tandis que je remplissais le panier. J'ai bougé avec soin comme le fait quelqu'un qui essaie de régler chaque détail correctement. Le pain aux bananes était encore chaud du four. Cela envoyait remplir la pièce d'une douceur qui, je l'espère, rappellerait à Dileya des matins plus heureux. Je l'ai enveloppé dans un torchon propre et l'ai placé délicatement à côté de la bouteille de cidre de poire maison que nous avons gardée. Elle disait toujours que ça avait le goût du premier jour de l'été. Peut-être que cela aurait de l'importance aujourd'hui. Les petits pains frais provenaient de la boulangerie située 3 pâtés de maison plus loin. Je m'étais réveillée avant le lever du soleil pour être le premier en ligne. Ils étaient encore mous, leur dessus était brossé avec de la dorure à l'œuf et brillait faiblement dans la lumière qui pénétrait par la fenêtre. Je les ai mis à côté du pain aux bananes et j'ai ajouté le morceau de fromage fumé que son père aimait. C'était le genre de cadeau qui disait « Je te vois. Je me souviens de ce que tu aimes. Je m'en soucie. » Je ne voulais pas seulement lui faire une surprise. Je voulais me reconnecter. Je voulais qu'elle me sente tendre la main vers elle, même si elle ne me l'avait pas demandé. Il n'y avait aucune confrontation dans mon plan. Pas d'agenda caché, juste de l'amour, juste de l'espoir. C'était ce qu'il y avait de plus dangereux. J'ai glissé le panier sur le siège passager et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Encore tôt. Si je partais maintenant, je pourrais être à Windmere avant midi. J'ai imaginé l'expression de son visage quand je suis arrivée. Peut-être qu'elle courait à ma rencontre, les bras tendus, ce rire qui lui serrait la gorge comme le vent dans une voile. Ce rire me manque. Dernièrement, tout en elle était plus calme, mesuré, filtré. Alors que je quittais l'allée, le ciel s'ouvrit au-dessus de moi. Un doux lavis de gris bleu fileté de soleil. La saison changeait. Les arbres bordant la route avaient commencé à s'habiller d'or et de pourpre, leurs feuilles flottant comme un feu d'artifice paresseux contre la brise. J'ai baissé la vitre, j'ai laissé le vent m'emmêler les cheveux et j'ai allumé la liste de lecture que nous écoutions pendant les longs trajets avec des chansons de nos années de rencontres. Le genre de musique qui la faisait toujours sourire et rouler des yeux avant d'entamer le refrain. Quoi qu'il en soit, nos chansons. Mais aujourd'hui, sa voix manquait, et chaque note faisait écho à son absence. Je me suis dit de ne pas trop y penser. Peut-être que j'imaginais des choses. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. Distant ne signifiait pas toujours trompeur. Parfois, les gens dérivent et ne savent pas comment dire qu'ils sont dépassés. Je pourrais être à nouveau cette encre. J'avais juste besoin de lui montrer que j'étais toujours là, toujours disposé, toujours prêt. La conduite semblait plus lente que d'habitude, même si la circulation était fluide. Chaque tournant était un point d'interrogation. Chaque crête d'une colline avait l'impression qu'elle pourrait révéler quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt. Je suis passé devant la chapelle en pierre où nous avions pris des photos pendant une tempête hivernale. La neige dans ses cils, ses joues rouges à cause du froid et des rires. J'ai dépassé le petit lac où elle m'a appris à sauter des pierres. Où j'avais accidentellement trempé mes chaussures et où elle m'avait taquiné pendant des heures. Ce n'était pas seulement des points de repère. C'étaient des morceaux de nous.
C'étaient des souvenirs que je voulais protéger. Comme lorsque Mère Vallée est apparue, j'ai ralenti la voiture. Le paysage se déroulait comme un tableau. Des collines vallonnées, des érables dispersés en couleurs. La petite maison en pierre et en bois apparaît à peine à travers une fine brume. Cela aurait dû paraître familier, réconfortant. Mais au lieu de cela, quelque chose bougea en moi, un léger bourdonnement dans ma poitrine. Pas de panique, pas encore, juste du malaise. J'ai serré le volant plus fort. Mon pied planait au-dessus du frein. Je ne m'attendais pas à ce qu'un chagrin m'attende. Je ne m'attendais pas à une révélation. Tout ce à quoi je m'attendais, c'était un moment de calme, peut-être un déjeuner partagé, peut-être un sentiment renouvelé de connexion. C'est tout ce que je voulais. C'est ce que je me suis dit. Mais les bons sentiments ne mentent pas. Ils ne s'expliquent pas non plus. Ils murmurent simplement, regardez de plus près. Un éclair de mouvement près du chalet m'a fait baisser le gaz. J'ai ralenti jusqu'à ramper. Les graviers crépitaient sous les pneus et le panier posé sur le siège claquait doucement. Je me suis dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Je me suis dit d'attendre, de respirer, de faire confiance. Mais la confiance avait déjà commencé à se briser en moi, et je ne savais même pas pourquoi. Puis je l'ai vue, juste floue au début. Dileya sort sur le porche. Elle était belle, radieuse dans la douce lumière du matin. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se comporter. Plus ample, plus léger. Ses épaules n'étaient pas alourdies comme elles l'étaient à la maison. Elle avait l'air libre. Et elle n'était pas seule. Je ne voyais pas encore clairement l'homme, juste sa silhouette au bord du porche. Il s'avança. Il était grand, mince, confortable, tenant dans ses bras un petit enfant, peut-être 3 ou 4. La petite fille avait des cheveux châtains qui reflétaient la lumière, tout comme Das. L'homme dit quelque chose et Dileya éclata de rire. Pas le rire poli qu'elle a fait à nos voisins. C'était plus profond, familier, comme une plaisanterie partagée entre des gens qui connaissaient les rythmes de chacun par cœur. Elle lui toucha le bras. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est retourné. Pas par colère, ni par jalousie, mais par la reconnaissance du fait que j'étais au bord de quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Ce n'était pas seulement une visite à ses parents. Ce n'était pas seulement un ami. La façon dont l'enfant se penchait vers Dileya, la façon dont Dileya embrassait le front de la jeune fille avec une affection exercée, cela me disait tout et rien à la fois. Je ne me suis pas rapproché. Je n'ai pas appelé. Je restais assis là, le moteur bourdonnant, la playlist murmurant toujours de vieilles paroles en arrière-plan. La bouteille de cidre dans le panier s'était renversée, laissant échapper de l'humidité froide dans les serviettes en tissu. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais trop occupée à regarder le mensonge. Je ne savais pas que je vivais avec le début qui se dépliait comme une page que quelqu'un avait gardée pliée trop longtemps. Je suis venue ici pour lui apporter un cadeau. Quelque chose pour lui rappeler nous. Mais ce que j'ai découvert était une vérité que je ne savais pas comment porter. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assis là. Quelques minutes peut-être. Assez longtemps pour que le soleil se déplace légèrement, projetant de nouvelles ombres sur le chemin de gravier. Assez longtemps pour que la chaleur du cidre s'échappe du panier à côté de moi. Mon souffle embuait le pare-brise par courtes rafales. Mes mains étaient si serrées sur le volant qu'il continuait d'espérer, de prier pour que ce que je voyais soit innocent. Peut-être que cet homme n'était qu'un vieil ami. Que la petite fille était l'enfant de quelqu'un d'autre. Que la façon dont Dia riait et lui touchait le bras ne signifiait pas ce qu'elle semblait vouloir dire. Mais j'ai toujours eu du mal à me mentir. Et ce n'était pas un malentendu. Le chalet avait l'air comme il l'avait toujours été. Des glycines rampaient sur le treillis, la balançoire du porche se balançait doucement dans la brise, des pots de fleurs perchés sur les marches. Mais cette scène, celle qui se déroulait juste devant moi, me semblait étrangère, comme si j'étais tombée sur une vie qui n'avait rien à voir avec la mienne. Dileya se tenait sur le porche, la tête penchée de cette manière familière, riant comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. C'était le genre de rire qu'elle me réservait dans les moments calmes après le dîner, lorsque nous partagions une blague sur quelque chose de banal. Mais maintenant, cette douceur, cette chaleur que je cherchais désespérément, était donnée à quelqu'un d'autre. L'homme avait l'air d'avoir la trentaine,
peut-être quelques années de moins que moi. Il avait cette confiance détendue que certains hommes portent sans essayer. Il portait une chemise en flanelle gris délavé, les manches retroussées, un jean aux genoux usés. Il tenait la petite fille sur sa hanche comme s'il l'avait fait 100 fois. Elle avait peut-être 3 ans, peut-être 4. Ses cheveux bouclés étaient tirés en 2 petites bouffées de chaque côté de sa tête et elle rigola en tendant la main vers Dileya. Ma femme l'a également contacté sans hésitation. Fluide, naturel comme la mémoire musculaire. Et puis la fille l'a dit. Maman. Mon cœur ne s'est pas arrêté. Il se serra comme un poing. Je l'ai ressenti dans ma gorge, dans ma colonne vertébrale et dans chaque nerf de mon corps. Dileya ne la corrigea pas. Elle sourit et embrassa le front de la jeune fille, repoussant ses cheveux avec la tendresse d'une mère qui l'avait fait 1000 fois. L'homme, il n'a pas bronché, n'a pas eu l'air surpris. C'était normal pour eux. Routine. J'ai cligné des yeux comme si cela allait changer ce que j'avais vu. Mais quand j'ai ouvert les yeux, rien n'avait bougé. Dileya avait une seconde vie ici même, dans la même vallée que je pensais connaître, et je n'y avais aucune part. J'ai ouvert la porte lentement, aussi doucement que possible. Mon pied toucha le gravier et le son me parut trop fort, trop définitif. Je suis sorti, respirant à peine, le cœur battant si violemment que j'ai pensé que cela pourrait me trahir. Je me suis accroupi derrière la portière du côté conducteur, juste hors de vue, regardant l'homme rendre la fille à Dileya. Il parlait maintenant, riant à nouveau. Je pouvais entendre le léger bourdonnement de leur voix, mais pas les mots. Je n'en avais pas besoin. Leur langage corporel disait tout. La fille s'accrochait à Dileya, les bras autour de son cou, et Dileya se balançait doucement, fredonnant quelque chose, une berceuse ou un air qu'elle avait l'habitude de chanter dans notre cuisine les dimanches paresseux. Elle avait arrêté de faire ça depuis des mois. Maintenant, je savais pourquoi ces chansons avaient un nouveau public. Je m'appuyais contre la voiture, les genoux tremblants, les paumes moites. Ma gorge était sèche et pleine de poussière. Je ne savais pas quoi faire. Affronter-la, avancer sur le chemin et exiger des réponses devant tous. Aller jusqu'à ce porche et demander lui qui diable était cette petite fille, pourquoi on l'appelait maman et pourquoi diable elle n'avait jamais dit un mot. Mais même dans le feu de l'action, une partie de moi reculait à cette pensée. Pas parce que je n'étais pas furieux. J'étais Dieu. C'était le cas, mais parce qu'au fond, je ne voulais pas la vérité de cette façon. Pas sur la pelouse d'une vie à laquelle je n'étais pas invitée. Pas devant un enfant qui avait l'air si heureux, si à l'aise. Ce n'était pas le genre d'histoire que tu interrompais. C'était le genre de choses que l'on démêlait soigneusement, douloureusement, pièce par pièce. Je suis remontée dans la voiture. J'ai fermé la portière et j'ai regardé le volant comme si c'était les mains d'un inconnu devant moi. Je n'ai pas pu démarrer le moteur. Mon corps était trop raide. Mes pensées sont trop fortes. Depuis combien de temps cela durait-il ? Qui était cet homme ? Était-il le père, un petit ami, un mari ? Est-ce qu'il vivait ici ? Ou se sont-ils rencontrés en secret ? Est-ce qu'elle s'était enfuie tous les dimanches rien que pour ça ? Et comment avais-je été si aveugle ? Les réponses ne sont pas venues, seul le silence est venu. J'ai tourné la clé. Le moteur bégayait et le bruit ressemblait à un coup de feu dans le silence. J'ai fait marche arrière lentement, en essayant de ne pas crisser les graviers trop fort. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Pas encore. Je n'étais pas prêt à ce qu'elle voie ce qu'elle m'avait fait, à voir le regard dans mes yeux. Je me suis éloigné, les arbres engloutissant à nouveau le chalet alors que je descendais la colline. Le panier à côté de moi restait intact. Pain à la banane, cidre de poire, petit pain, fromage, destiné à une femme que je pensais connaître, destiné à un mariage que je pensais entier. Mais alors que la route s'étendait devant moi, serpentant comme une question sans fin, j'ai réalisé que je venais de voir quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Il n'y avait aucun retour dans le monde où Dileya se rendait à Windmere pour des outils de jardinage et des tuyaux qui fuyaient. Ce monde n'existait plus. Et quelque part entre ce chemin de gravier et les lumières de la ville clignotant au loin, j'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une fracture que je ne pourrais peut-être jamais nommer. Je ne suis pas rentrée chez moi en voiture. Je ne pouvais pas.
Ma main tremblait trop violemment sur le volant. J'avais l'impression que ma poitrine allait s'effondrer. Et mes yeux, malgré tous mes efforts, ne restaient pas secs. Je ne voulais pas retourner à la maison. Dileya et moi avons partagé l'endroit où se trouvait sa tasse préférée dans l'évier. Où ses chaussures étaient bien rangées près de la porte. Où son écharpe sentait encore le lilas et le cèdre. Je ne pouvais pas entrer dans notre chambre et faire comme si je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas entendre cette petite fille l'appeler maman. Je ne pouvais pas prétendre que je ne connaissais pas l'homme qui l'avait embrassée sur la joue alors qu'elle souriait comme la femme que j'ai connue autrefois. Alors, j'ai dépassé la crête, passé Windmere, dépassé chaque pensée, me disant de faire demi-tour et d'exiger des réponses. J'ai emprunté l'ancienne route secondaire, celle que nous avions empruntée il y a des années lors d'un voyage de pêche que j'avais presque oublié jusqu'à présent. Il traversait Birch Trail, un ancien chemin forestier entouré d'une forêt dense, juste assez loin de la route principale pour donner l'impression d'être dans un autre monde. La route était fissurée et inégale, plus graveleuse que pavée, sinueuse et étroite. Je me souvenais de la façon dont le soleil filtrait à travers les feuilles ici. Je me suis souvenu du son de nos rires à l'époque où nous étions nouveaux et faciles. Avant tout cela, je me suis arrêté près d'une clairière où les arbres s'ouvraient juste assez pour voir le vaste ciel. Le silence était assourdissant. Pas de voiture, pas de voix, juste le vent qui souffle dans les branches et le léger bourdonnement du moteur qui refroidit. J'ai coupé le contact et je suis resté assis comme si je ne bougeais pas, rien de tout cela ne serait réel. Mais l'image n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. Dileya tend la main vers le bras de cet homme. La voix de la jeune fille était claire comme du verre. Maman. J'ai cogné une fois violemment le volant. Ça piquait. Je l'ai bien accueilli. Je ne pleure pas souvent. Pas parce que je pense que c'est faible ou peu viril. J'ai toujours été celui qui garde les choses dans des bouteilles. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent ou pourrissent en silence. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était lors des funérailles de mon frère. Même alors, j'ai dû quitter la pièce pour laisser cela se produire. Mais ici, entouré d'arbres et d'air, il n'y avait personne pour me voir m'effondrer. Alors, j'ai lâché prise. Les sanglots arrivaient par vagues, laids, tremblants. J'ai enfoui mon visage dans mes mains et me suis laissé aller à en ressentir tout le poids. Pas seulement la trahison, pas seulement les secrets, mais la perte. La perte de la femme que je pensais connaître. Après la perte de la vie que nous avions construite, ou du moins l'illusion de celle-ci, j'avais passé des années à l'aimer de la meilleure façon possible. Grâce à la cohérence, à la loyauté et aux actes de soins discrets, j'avais prêté attention. J'avais mémorisé la façon dont elle aimait son café, les chansons qui la calmaient, les changements subtils de son humeur. Mais ça m'avait manqué. D'une manière ou d'une autre, j'avais manqué toute cette vie qu'elle avait cachée derrière les dimanches matins et les deuxièmes portions de ragoût. J'ai crié. Pas des mots, juste du son. Douleur. Cela résonna sur les arbres et disparut dans le ciel. Quand je me suis finalement calmée, ma gorge était déchirée. Mes joues étaient humides, mes mains tremblaient. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le pain de banane dans le panier, légèrement écrasé contre la bouteille de cidre. Le parfum de poire et de cannelle remplissait la voiture comme une parodie de chaleur. Je l'ai attrapé, je l'ai tenu sur mes genoux. Je me suis souvenu du matin où je l'ai préparé pour elle pour la première fois, comment elle avait dit que c'était meilleur que celui de sa mère. Comment elle m'a embrassé avec une trace de pâte encore sur la joue. Cette femme, celle dans ma mémoire, avait l'impression de mourir tranquillement sans que je la regarde. Et pourtant, je l'aimais. C'est la partie qui m'a le plus vidé. Même avec tout ce que j'avais vu, même avec mon cœur qui s'effilochait comme une vieille corde, je l'aimais toujours. Je ne savais pas quoi en faire, ni où le mettre. Le ciel s'assombrit. Les nuages dérivaient bas et épais au-dessus de la limite des arbres, et les premières gouttelettes de pluie frappaient doucement contre le pare-brise. Je me penchai en arrière et fermai les yeux, laissant le rythme apaiser les bords de ma douleur. Je n'ai pas pensé à la prochaine étape. Je n'ai pas pensé à la confrontation, au pardon ou à la question de savoir si nous pourrions en revenir. Je suis resté assis dans ce désordre, le laissant s'enrouler autour de moi comme une couverture lestée de chagrin. Pourquoi ? Cette question s'est installée dans mes os.
Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi revenait-elle toujours? Pourquoi m'a-t-elle laissé croire que les dimanches étaient consacrés à ses parents alors qu'ils étaient consacrés à quelque chose de complètement différent? J'ai pensé à notre anniversaire le mois dernier. Comment elle m'a offert une montre gravée avec les mots « Je compte toujours les heures avec toi ». J'ai pensé à la fois où elle est restée éveillée toute la nuit quand j'étais malade, me nourrissant de bouillon et fredonnant dans sa barbe pour me garder calme. J'ai pensé à la façon dont elle m'a regardé le jour où nous avons dit « oui ». Est-ce que tout cela était réel, ou juste des fragments d'une femme essayant de concilier deux vies? Un coup de vent secoua les arbres. La pluie tombait plus fort maintenant, sillonnant les fenêtres comme si tout ce qui était en moi essayait de s'écouler. Je ne savais pas ce que je ferais ensuite. Je ne savais pas si je la reverrais un jour de la même manière. Mais je le savais. Je ne pouvais pas recommencer à faire semblant. Quelque chose était cassé. Pas d'une manière qui pourrait être recollée. D'une manière qui a complètement changé la forme de la chose. Je suis resté assis là jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à ce que le panier refroidisse à côté de moi, jusqu'à ce que la douleur s'atténue juste assez pour me permettre de respirer à nouveau. 3 jours. C'est le temps que j'ai attendu. Pas parce que je lui ai pardonné. Non pas parce que j'avais donné un sens à ce que j'avais vu, mais parce que j'avais besoin que ma colère s'apaise, juste assez pour qu'elle ne se transforme pas en quelque chose d'imprudent. La tempête en moi n'était pas passée. Cela s'est juste arrêté. Et dans ce calme, quelque chose de plus froid prit racine. Curiosité, celle qui brûle tranquillement derrière les côtes. J'avais besoin de connaître la forme complète du mensonge. Pas seulement ce que j'ai vu depuis le portail, mais aussi ce qui vivait derrière ce porche, cet homme, cet enfant. J'avais besoin de savoir qui était Dileya lorsqu'elle quittait notre maison le dimanche matin. Cette fois, je me suis rendu à Winmere sans cadeau, sans pain aux bananes, sans cidre, juste un téléphone avec appareil photo dans ma poche et une question enroulée comme un couteau dans ma gorge. En chemin, j'ai répété une histoire, quelque chose d'inoffensif. Je n'étais pas un mari trahi. J'étais juste un voisin curieux de connaître l'aménagement, cherchant peut-être à acheter et à rénover mon propre chalet. Je n'étais pas fier de ce mensonge, mais quelque chose me disait que c'était le seul moyen d'obtenir la vérité. Quand je suis arrivé, l'allée de gravier était exactement la même. Les mêmes arbres, le même vent. Mais cette fois, je me suis garé plus loin et je me suis approché à pied. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles à chaque pas. En me rapprochant, j'ai remarqué quelque chose de différent. Une femme que je n'ai pas reconnue était sur le porche, pas Dileya. Elle avait l'air d'avoir la trentaine, des boucles marron clair tirées en un chignon lâche, portant un jean usé et un sweatshirt. Elle a tenu une tasse de café, a jeté un coup d'œil nonchalant sur la route, puis a fait une double prise en me repérant. Salut, appela-t-elle, amicale mais prudente. J'ai souri comme un homme qui ne s'effondrait pas. Bonjour, désolé. J'espère que je ne suis pas gênant. En fait, j'étais curieux de savoir si cette propriété avait déjà été sur le marché. Je recherche des logements à rénover dans la région. C'était le premier mensonge. Elle pencha la tête et descendit les marches du porche. Oh, non, pas celui-là. Il appartient à la famille. Il porte mon nom depuis des années maintenant. Au fait, je m'appelle Maureen. Jonah, dis-je en tendant la main. Bel endroit. Merci. Beaucoup d'histoires dans ces vieux murs, répondit-elle en sirotant son café. Mais c'est un peu un zoo ces derniers temps. Ma fille apprend enfin à faire du vélo sans roue d'entraînement. J'ai donc eu des contusions aux chevilles et des genoux écorchés toute la semaine. Fille. Mon estomac se tordit. Quel âge a-t-elle? 3 et demi. Eva. Sa voix s'adoucit lorsqu'elle prononça ce nom. J'ai hoché la tête comme si cela ne voulait rien dire. Souhaitez-vous jeter un œil autour de vous? Marine offerte. Nous ne vendons pas, mais cela ne me dérange pas de vous montrer ce que nous avons fait avec la cuisine. Pourrais vous donner des idées. J'ai hésité, puis je me suis avancée. Ce serait génial, en fait. Merci. Elle m'a conduit à l'intérieur, la porte moustiquaire grinçant comme le font les vieilles portes, laissant place à l'odeur du cirage au citron et de quelque chose de sucré. Les murs étaient chaleureux, décorés de photos.
C'est à ce moment-là que je les ai vus. Des souvenirs encadrés, des pièces de théâtre à l'école, des fêtes d'anniversaire, une photo de vacances où tout le monde portait un pyjama assorti. Mon regard s'est posé sur une image en particulier. Dit Leia souriant, les bras enroulés autour du même homme que j'avais déjà vu. Une petite Eva sur ses genoux, levant les yeux avec adoration. Elle est proche de votre fille, dis-je prudemment. Oh ouais, répondit Méun. Elle a depuis le premier jour. Aide-moi à traverser la pire période de ma vie après le décès du père d'Eva. Je n'aurais pas pu le faire sans elle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. L'homme sur le porche n'était pas un mari. Il n'était même pas le père biologique de l'enfant. Il était autre chose. Et Leia, Madia, s'était construit une seconde vie ici. Non pas par trahison, mais par obligation, par amour. Pourtant, elle avait menti. Elle mentait tous les dimanches avec un baiser sur le front et un tupperware de ragoût dans les mains. Elle n'est pas là aujourd'hui ? Ai-je demandé en forçant mon ton à être plat. Non, elle est en ville pour faire des courses avec Reed, le parrain d'Eva. Il est génial avec la petite, dit Leia, et il est en quelque sorte coparental quand je suis à bout de force. Elle sourit comme si cet arrangement était normal. Coharent, répétai-je en avalant le mot comme du verre. Maureen rit, ne sentant pas ma spirale. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas en couple ou quoi que ce soit. Les gens le supposent toujours, mais ce n'est rien de tout cela. Cette information aurait dû me soulager. Ce n'est pas le cas. Au contraire, cela avait aggravé la douleur, car désormais la trahison n'était plus romantique. C'était quelque chose de plus compliqué, quelque chose enraciné dans l'intimité qui était plus profond que le désir. Elle ne m'avait pas trompé. Elle avait juste caché une partie d'elle-même. Une version d'elle qui se présentait chaque semaine pour une autre famille. M'attède à un enfant qui n'est pas le sien. J'ai tenu la main d'un homme qui faisait partie d'un monde auquel je n'appartenais pas. Je me suis assis à la table de la cuisine de Morin pendant qu'elle versait du thé dans 2 tasses dépareillées. Mes yeux se tournèrent vers les photos. Chez chacun, le sourire de Dia était imprévisible. Honnête, différente de la version d'elle que j'avais à la maison. Celui qui souriait par devoir, qui ne riait que lorsqu'on le lui demandait. Ici, elle était vivante. Maureen a glissé le thé devant moi et samedi. Alors, comment connais-tu Dia à nouveau ? J'ai regardé la vapeur de ma tasse. La vérité me brûlait les dents. Longtemps, dis-je enfin. Peut-être pas assez longtemps. Lorsque je suis arrivé dans notre allée, le soleil commençait à se coucher, tachant le ciel de stries orange et violettes trop belles pour le poids que je portais. La maison était calme de l'extérieur. Notre maison, notre lieu de sécurité supposé, inchangée et différente, mais tout en moi avait changé. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis là pendant un moment, regardant la porte d'entrée comme si elle allait s'ouvrir toute seule, comme si Leia pourrait sortir avec ce vieux sourire familier et faire revenir tout à la normale. Mais je n'attendais plus le réconfort. J'en avais fini avec les hypothèses. Quand j'ai ouvert la porte, je ne l'ai pas claqué ni piétiné. Et tel un homme prêt à rager, j'avançais lentement, avec détermination, comme si chaque pas portait le poids de questions que je ne parvenais plus à avaler. Leia était dans la cuisine. Elle se tenait pieds nus devant la cuisinière, remuant quelque chose dans notre marmite en émail rouge, la recette de sa mère, sans doute. Le parfum des tomates et du romarin remplissait l'air, riche et intime, mais il me donnait la nausée. Elle portait son cardigan surdimensionné préféré, celui dont les manches couvraient presque ses mains. Ses cheveux étaient tirés en chignon lâche, de derrière, elle avait l'air paisible. Ordinaire, mais je n'étais plus dupe. Paisible n'était pas la même chose qu'honnête. Elle a dû m'entendre car elle s'est retournée. Tu rentres tôt, dit-elle avec un doux sourire comme si c'était juste un mercredi comme les autres. Son sourire s'effaça lorsqu'elle vit mon visage. Ses yeux que je lisais comme les Écritures. Cherchaient dans le mien des indices. Je ne lui ai rien donné, juste la vérité. Je suis allé gagner un miroir. Dis-je d'une voix calme, trop calme. Ses mains se figèrent autour de la cuillère en bois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un vide entre nous. Elle ne m'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle n'a pas fait semblant de mal comprendre.
Elle m'a juste regardé en clignant lentement des yeux. Et pendant cette pause, j'ai vu le moment où tout s'est effondré en elle. Je t'ai vu, ai-je ajouté, alors qu'elle ne parlait pas. Le chalet, l'homme, la petite fille qui t'appelait maman. Dileya s'assit lentement à la table de la cuisine, ses doigts tremblants alors qu'ils effleuraient le bord de son sexe. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle a juste regardé, exposé. Je ne savais pas comment te le dire, dit-elle finalement. Ce n'est pas une réponse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait argumenter, s'expliquer, mais elle s'arrêta. Elle baissa les yeux. Reed et moi, nous ne sommes pas ensemble. Pas comme ça. Eva n'est pas à moi. Pas par le sang, mais je suis. Dans sa vie depuis sa naissance. Sa vraie mère, Maureen, est l'une de mes plus vieilles amies. Quand le père d'Eva est décédé, Reed est intervenu pour l'aider. Moi aussi. Je ne pouvais pas m'éloigner. Pas de cette petite fille. Elle me considère comme une deuxième maman. J'ai écouté en silence, l'air entre nous était lourd de mots que nous n'avions jamais prononcés. Et vous avez décidé, j'ai dit, ma voix plus basse maintenant, pour garder toute cette vie, toute cette identité secrète. Elle a alors levé les yeux vitreux. J'avais tellement envie de te le dire, mais j'avais peur de quoi? En construisant autre chose dans mon dos. Ce n'est pas comme ça, Jonah. Je n'avais pas prévu ça. Je ne me suis pas réveillée un jour et j'ai décidé de te mentir. C'est juste arrivé. Et au bout d'un moment, c'est devenu cette partie de ma vie que je ne savais pas comment ramener à la maison sans détruire autre chose. Je m'appuyais contre le comptoir, agrippant le bord. Tu l'as déchiré quand même. Le silence qui suivit fut cette fois plus froid. Final. Tu ne sais pas ce que c'est, dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. Voir un enfant perdre tout et vous regarder comme si vous étiez la seule chose qui restait pour que quelqu'un dépende de vous comme ça. Je ne pouvais pas lâcher prise. J'ai lentement hoché la tête. Et tu ne pouvais pas me faire assez confiance pour partager quoi que ce soit. Elle cligna des yeux, les larmes jaillissant enfin et se libérant. Je pensais pouvoir porter les deux. Que si je les gardais séparés, personne ne serait blessé. Mais je l'ai fait. Elle n'a pas répondu. Elle n'était pas obligée. Son silence était un aveu. Je me dirigeai vers le salon, ayant besoin d'espace pour respirer. J'ai regardé les photos encadrées sur la cheminée. Dileya et moi le jour de notre mariage, le road trip en Oregon, le dîner d'anniversaire où elle portait cette robe verte. Je me demandais maintenant combien de ses sourires étaient alourdis par des vérités non dites. Je ne savais pas quelle version d'elle j'avais le plus aimé. Celui qui m'a tenu la main pendant les saisons de grippe et les réparations de la maison, ou celui dont j'ignorais l'existence, qui a bercé une petite fille pour l'endormir et lui a murmuré des histoires que je n'avais jamais entendues au coucher. Elle m'a suivi au bout d'un moment, enroulant ses bras autour d'elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-elle. Pas une seule fois. Je me tournai pour lui faire face, la douleur sourde et constante dans ma poitrine. Alors pourquoi ne m'as-tu pas laissé entrer? Elle m'a regardé, les yeux écarquillés avec quelque chose entre la peur et l'espoir parce que je ne voulais pas que tu partes. Je secouai la tête. Tu es partie la première, dit Léa. Chaque dimanche, elle avait le souffle coupé. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, dis-je. Je ne sais pas ce que nous ferons à partir de maintenant, mais s'il y a une chance de sauver ça, vous ne pouvez plus décider de ce que je peux ou ne peux plus gérer. Vous voulez réparer ça? Alors arrêtez de vous cacher. Je veux toute l'histoire, acquiesça-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. D'accord, murmura-t-elle. Je vais tout te dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que le sommeil nécessitait de l'immobilité, et mon esprit était tout sauf. Je me suis assis dans le salon pendant que les heures passaient comme des étrangers dans l'obscurité, chacun se frottant contre moi sans s'arrêter. Dileya était montée à l'étage il y a des heures. J'avais entendu le ruisseau doux de la porte de notre chambre, les pas silencieux d'une femme qui montait dans le lit à côté de moi sans hésitation. Maintenant, un mur vivait entre nous. Celui construit à partir de tous les dimanches. Elle sortit par la porte avec un mensonge sur ses lèvres et un secret caché sous son manteau.
L'ancienne horloge de grand-père dans le couloir cocha comme un rythme cardiaque, régulière et sans rime. C'était le seul son dans la pièce en plus du murmure occasionnel du vent se brossant contre les vitres. Le silence n'était pas paisible. C'était le genre qui hoche la tête à vos pensées, vous a ramené à des moments que vous ne vouliez pas rejouer, le genre qui ne remplit pas simplement une pièce, elle a rempli votre poitrine. Chaque souvenir se sentait différent maintenant, incliné comme quelqu'un avait traversé les archives de notre vie et a enduit son pouce à travers l'objectif. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer notre anniversaire à Charleston. Le lit et le petit déjeuner, la brise côtière, la façon dont Dileya a ri lorsque nous nous sommes pris sous la pluie. Ce souvenir me réchauffait. Maintenant, je me demandais si elle avait déjà commencé à mentir d'ici là. Eva était-elle déjà née? Fait-elle des appels de la salle de bain pendant que je me suis douchée? J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la photo de nous sur la bibliothèque. Sa tête était inclinée contre les miennes, nos sourires largement et négligents. Je voulais le démolir, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai tendu la main et j'ai tourné le cadre en face. Cela ressemblait moins à la rage, plus comme un deuil. C'est ce que c'était. J'ai réalisé le chagrin. Je n'étais pas seulement en colère contre Dileya. Je pleurais la version d'elle que je pensais savoir. Le matin, le dimanche que je pensais était le sien seul, rempli de gants de jardinage et de thé avec ses parents. Matin l'homme. J'avais eu confiance en son amour, certain dans sa routine. Je lui ai fait confiance comme si vous faisiez confiance au soleil pour se lever et elle me laisserait. Je me penchai sur le canapé, frottant mes mains sur mon visage, essayant de repousser la lassitude. Mais la question ne revenait pas comme un coup persistant. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit? Elle a dit qu'elle avait peur de ne pas comprendre. Mais n'était-ce pas l'intérêt d'un mariage? Pour avoir la possibilité de comprendre, même si la vérité faisait mal, j'aurais pu accepter Eva. Peut-être même l'accueillir à temps. Ce que je ne pouvais pas être l'estomac, c'était être exclu, comme si j'étais en quelque sorte moins digne de sa vérité qu'un enfant de 3 ans. La partie qui se tordait la plus profonde était la façon dont elle est revenue vers moi à chaque fois. Dimanche soir, chaque semaine, elle a embrassé ma joue, a laissé tomber le ragoût, enroulé à côté de moi comme si rien n'était mal. Elle avait appris à vivre dans 2 mondes. Et j'étais le fou attendant fidèlement en un. Et pourtant, je l'aimais toujours. Cette vérité est assise lourde dans mon intestin. L'amour ne disparaît pas simplement parce que la trahison apparaît. Il colle, s'accroche, devient gênant et douloureux, une épine dans votre détermination. Je n'étais pas prêt à lui pardonner, mais je n'étais pas prêt à partir non plus. J'avais besoin de temps pour ne pas la punir, mais pour écouter le silence entre nous. Pour voir si quelque chose de réel pouvait encore grandir là-bas. À 4 heures, je me suis tenue et je me suis rendue à la cuisine. J'ai fait du café sans réfléchir, la mémoire musculaire me transportant à travers les mouvements. J'ai regardé le liquide sombre couler dans le pot, l'odeur s'élevant comme quelque chose de familier. Je ne fais plus confiance. Je me suis versé une tasse et je me suis tenue à l'évier, regardant par la fenêtre. Le ciel commençait à pâlir, faisant allusion à l'aube. Un autre jour à venir, que je le veuille ou non. Derrière moi, j'ai entendu des pas doux dans les escaliers. Je n'ai pas tourné. Je n'ai pas eu à le faire. Je savais que c'était elle. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et ne parlait pas. Je me tenais juste là en me regardant de l'autre côté de l'espace calme. Tu ne pouvais pas dormir non plus, demanda-t-elle, sa voix fragile. Je secouai la tête. N'a pas essayé. Elle se rapprocha, lente, incertaine. Je ne savais pas comment en revenir. Ce n'est pas le cas. Pas en une nuit. Elle plissa les bras, pas défensivement, juste pour se tenir ensemble. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai siroté le café. C'est la première partie de la croyance. Encore du silence. Elle se déplaça de l'autre côté de l'îlot de cuisine, plaçant ses paumes à plat sur le comptoir. J'ai pensé toute la nuit, a-t-elle dit, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je l'ai gardé de toi. Et la vérité est que je pense que j'avais peur d'être considérée comme quelqu'un qui avait besoin de plus que ce que nous avions. J'ai froncé les sourcils. Vous aviez besoin de plus? Non, pas plus. Juste autre chose.
Quelque chose de différent. Eva m'a rappelé une version de moi-même que je n'étais pas allée depuis des années. Je n'essayais pas de vous remplacer ou de nous. Mais quelque part en cours de route, j'ai commencé à construire une vie que je ne pouvais pas expliquer. Et une fois que j'ai franchi cette ligne, j'ai continué à le traverser. J'ai hoché la tête lentement. Et maintenant? Elle cligna des yeux, se déchire à nouveau. Je ne sais pas, mais je veux le découvrir avec vous. J'ai fini mon café et mis la tasse dans l'évier. J'ai besoin d'espace, dit Léa. Pas pour toujours. Juste assez pour m'entendre à nouveau. Son visage est tombé, mais elle ne m'a pas combattu. D'accord. Je me tournai pour quitter la pièce, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Je t'aime toujours. C'est la partie la plus difficile, chuchota-t-elle. Je t'aime toujours aussi. Je suis allée à l'étage et j'ai emballé un petit sac, juste des vêtements, un cahier, la vieille boussole de mon père. Aucune explication, pas de sortie dramatique. Je ne savais pas encore où j'allais encore, juste que je ne pouvais pas rester ici en ce moment. J'avais besoin de rentrer dans le silence selon mes propres conditions. J'avais besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. J'ai conduit vers le nord sans musique, sans radio, pas d'appel téléphonique, juste le son des pneus roulant sur l'asphalte et la rafale occasionnelle de vent glissant à travers une fissure dans la fenêtre. Plus je me suis éloignée de chez moi, plus l'air se sentait léger. Bien que le poids dans ma poitrine n'ait pas changé, j'avais besoin de calme. Pas le genre qui persiste tacite entre deux personnes évitant la vérité, mais le genre qui dépouille tout jusqu'à ce que seule l'honnêteté ne reste. C'est pourquoi j'ai choisi la cabine. Il était assis au bord du lac Fair Hollow, niché entre le pain et le bouleau, hérité de mon oncle, qui avait passé ses dernières années ici à pêcher, à écrire des lettres qu'il n'a jamais envoyées et à cultiver des tomates, personne n'a jamais mangé. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Pas d'internet, pas de signal, juste du vieux bois, toujours de l'air et de l'espace pour réfléchir. C'est ce dont j'avais besoin. À mon arrivée, la cabine était comme je me souvenais, penchant légèrement vers la gauche, une porte d'écran qui siffla lorsqu'elle était ouverte, et le pêcher de cèdre s'est imprégné profondément dans les planches. La poussière dansait dans les faisceaux de lumière qui perçaient à travers les stores tordus. Je n'ai pas nettoyé, je n'ai pas déballé. Je viens de laisser tomber mon sac par l'ancien fauteuil, j'ai allumé le feu dans le petit foyer de briques et je me suis assis. Silence. Vrai silence. Au début, cela m'a énervé. Je m'attendais à un buzz, à une notification, à la vibration d'un téléphone dans ma poche, mais rien n'est venu. Pas de texte de Léa. Pas d'excuses, pas d'explications, juste moi et les souvenirs. J'ai regardé les flammes, en regardant les bûches se fissurer et se déplacer. J'ai encore réfléchi à notre mariage. Comment Dia a pleuré pendant ses vœux. Comment ses mains tremblaient quand elle a promis de me choisir tous les jours. Je l'ai cru. Et peut-être qu'elle le pensait. Peut-être qu'elle le fait encore, mais les promesses sont des choses étranges. Ils vieillissent. Ils déforment. Surtout quand ils sont enterrés sous d'autres vies. Je ne savais pas encore comment lui pardonner. Je ne savais même pas si je le pouvais. Mais ici, où personne ne regardait, je n'avais pas à prendre cette décision. Je devais juste tout ressentir. Alors je l'ai fait. La première nuit, j'ai à peine dormi. Je me suis assis près du feu avec un vieux cahier sur mes genoux, en écrivant des pensées que je n'avais jamais dit à haute voix. J'ai écrit sur le porche et Windmere, sur les boucles d'Eva et la façon dont elle s'accrochait au cou de Léa, sur la sensation d'être remplacée sans avertissement. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main se soit fixée, jusqu'à ce que les pages soient maculées d'encre et de cendre du bout des doigts. Le deuxième jour a été plus difficile. Le silence a commencé à s'étendre pour narguer. J'ai rythmé le porche comme une cage, j'ai essayé de couper du bois et j'ai échoué lamentablement. Je n'avais pas mangé. Je ne m'étais pas baigné. Je n'avais pas dit un seul mot depuis mon arrivée. Lorsque le soleil a coulé bas ce soir-là, je me suis assis sur les marches en arrière et j'ai regardé le lac. L'eau était toujours, reflétant le ciel pâle. Puis mouvement, soudain et gracieux. Un renard roux a trotté le long de la rive opposée, son manteau scintillant dans la dernière lumière. Derrière elle, 3 petits qui t'ont suivi, maladroits et curieux.
Elle se retourna une fois pour les vérifier, puis continua à l'avant, stable et patiente. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les arbres. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est déplacé en moi. Elle ne les a pas laissés derrière. Elle ne s'est pas enfuie pour chasser quelque chose de plus facile. Elle est restée, enseignée, dirigée, adaptée et soudain, j'ai vu Dileya différemment. Peut-être que ce qu'elle a fait n'était pas une question de trahison dans la façon dont je le pensais pour la première fois. Il ne s'agissait peut-être pas de choisir quelqu'un d'autre sur moi. Il s'agissait peut-être de s'accrocher à quelque chose qui avait donné son objectif quand tout le reste se sentait trop difficile à expliquer. Elle ne m'avait pas quitté pour ride. Elle n'était pas tombée amoureuse. Elle avait porté la deuxième vie parce qu'elle ne savait pas comment la porter et se tenait toujours à côté de moi. Cela n'a pas réussi, mais cela l'a rendu humain. Cette nuit-là, je me suis assis au feu et j'ai recommencé mon cahier. Mais cette fois, je n'ai pas écrit rage. J'ai écrit la clarté. J'ai écrit, vous aviez tort de mentir, mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. J'ai écrit, je suis profondément blessé, mais je me souviens encore de qui nous étions et peut-être qui nous pourrions encore être. J'ai écrit, si nous avons une chance, cela commence par tout sur la table. Tout cela. Plus de moitié. Plus de compartiments. Plus de silence du dimanche. Et puis je lui ai écrit une lettre, vraie. 5 pages. Mes mains ne secouaient pas cette fois. Mes yeux ne se branquaient pas. Je lui ai écrit sur le renard, sur la façon dont j'enviais son instinct de rester près de ce qui comptait. J'ai écrit que je n'avais pas encore pris de décision. Pas de partir, pas de pardonner, mais que j'étais prêt à parler, à écouter, à reconstruire. Si elle était assez courageuse pour être pleinement vue. J'ai scellé la lettre et l'ai placée dans la poche de mon manteau. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil, j'ai emballé mon sac en silence. Je ne me suis pas attardée, je n'ai pas essayé de retirer un moment de plus de la solitude. J'avais obtenu ce dont j'avais besoin. Pas de résolution, mais de préparation. La maison en voiture était différente cette fois, comme marcher vers quelque chose qui pourrait ne pas être réparé, mais au moins n'était plus caché. Mon téléphone a bourdonné pour la première fois après des jours à l'approche de la réception, des appels manqués, des messages. Je ne les ai pas encore vérifiés. J'ai continué à conduire vers la maison, vers elle. Je ne savais pas ce que je trouverais. Je savais juste que je devais me présenter et voir. Quand je suis entrée dans l'allée, notre maison était la même que je l'avais quittée. Observation beige modeste, une boîte aux lettres légèrement tordue lorsque des carillons tapant sur le rail du porche. Mais quelque chose dans l'air était différent. Pas plus lourd, pas plus léger, juste en attente. Je me suis assis dans la voiture pendant longtemps, mes doigts reposant sur le volant, la lettre de Dileya dans la poche intérieure de mon manteau comme un poids pressant sur mon cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit à la maison. J'ai pensé qu'elle pourrait toujours être à Windir, échappant au silence que je laissais derrière moi. Mais alors que je montais sur le porche et ouvrais la porte, je l'ai vue. Elle était sur le canapé, les genoux élaborés, enveloppée dans la couverture que nous nous battions pendant les soirées cinéma d'hiver. Ses cheveux étaient baissés, sauvages autour de ses épaules. Son visage était nu, pas de maquillage, pas d'armure, et sur ses genoux, froissés mais intacts, était la lettre que j'avais écrite. Ses yeux rencontraient immédiatement les miens. Aucune hésitation, pas de cachette. Je ne savais pas si tu reviendrais, dit-elle doucement. Je ne l'ai pas fait non plus, j'ai répondu. Nous nous sommes tenus dans cette immobilité pour un battement. Puis je suis entrée à l'intérieur et j'ai fermé la porte derrière moi. Je voulais dire ce que j'ai écrit, dis-je. Chaque mot. Elle hocha la tête, ses doigts agrippant le bord de la lettre. Je l'ai lu une 12aine de fois. J'ai pleuré à chaque fois. Je ne veux pas que tu pleures. Je préfère pleurer que te perdre. Les mots frappent comme un petit coup doux à la poitrine. Doux mais profond. Je me suis rapprochée, j'ai sorti l'un des chaises de cuisine, et samedi, j'ai besoin de tout comprendre, dit Leia. Pas seulement des morceaux. Si nous allons aller de l'avant, j'ai besoin de l'image complète. Elle se redressa plus droite, tira ses jambes sous elle. D'accord, je vais tout te dire. Plus de cachette. Alors, elle l'a fait.
elle m'a parlé de Maureen, comment ils se sont rencontrés à l'université, se sont liés sur la poésie, et comment Maureen a réapparu dans sa vie après avoir perdu son partenaire dans un accident de voiture. Eva n'était qu'un bébé. Reed est intervenu pour aider Maureen avec le coparentalité et Dileya a suivi. Au début, c'était un week-end ici et là, un biberon, un changement de couche. Puis c'est devenu routine. Puis c'est devenu une seconde vie. Elle m'a appelé maman pour la première fois quand elle avait 2 ans, dit Dileya, sa voix tremblante. Maureen était d'accord avec ça. Elle a dit que cela avait du sens avec combien j'étais là-bas, mais je me sentais coupable parce que je ne vous ai jamais dit. Tu devrais avoir, dis-je, calme mais ferme. Je sais. Je suis juste à chaque fois que je pensais que je te le dirais, j'imagine ton visage. Je ne voulais pas perdre la version de nous que j'aimais. Mais en vous gardant à l'écart, je l'ai quand même perdu. Aucun de nous n'a parlé un instant. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec ça du jour au lendemain, a-t-elle dit. Je veux juste que vous le voyiez par vous-même. Pour voir Eva. La façon dont elle rit. La façon dont elle s'accroche à ma main quand elle a peur. Peut-être que cela aura plus de sens. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Expiration. Alors allons-y. Ses sourcils se sont levés. Maintenant, elle ne l'a pas remis en question. Elle se leva, plia la lettre et la glissa dans un tiroir. Le trajet vers Windmere était silencieux, mais pas froid. C'était un silence plein de choses qui fleurissent encore. À notre arrivée, le soleil commençait à plonger derrière les collines. La lumière dorée a fait briller le chalet comme si elle avait été peinte dans du miel. Morin a répondu à la porte, surprise de nous voir les deux. Dilia, a-t-elle dit. Puis ses yeux ont rencontré les miens. Tu dois être Jonas. J'ai hoché la tête. Merci pour le thé l'autre jour. Elle sourit doucement, s'écarta. Eva est dans le salon avec Reed. Lorsque nous sommes entrés, la petite fille était sur le sol en colorant dans un livre avec de grands crayons rouges. Reed était assis à proximité, attachant les lacets sur une petite sneaker. Il leva les yeux lorsque nous sommes entrés, les yeux prudents. Dileya a déménagé en premier. Elle s'est agenouillée à côté d'Eva. Chérie, dit-elle doucement. C'est Jonas. Il est très spécial pour moi. Eva me leva les yeux grands et curieux. Salut, dit-elle, pas du tout timide. Tu as une barbe. J'ai souri. Je veux le sentir. Elle gloussa et tendit la main, sa petite main se brossant la mâchoire. C'est épineux. On m'a déjà dit. Dileya nous regarda tranquillement, sa main reposant sur le dos d'Eva. La petite fille se tourna vers elle. A-t-il apporté des cookies? Delia cligna des yeux. En fait. N'est-ce pas? J'ai atteint mon manteau et j'ai sorti le sac en papier brun que j'ai apporté au cas où. Chocolate the chocolate, dis-je. Toujours chaud? Eva a coulé et l'a attrapé de ma main. Tu peux rester, a-t-elle déclaré la bouche déjà pleine. Reed rit doucement. Maureen gloussa de la cuisine. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Cette nuit-là, nous avons séjourné pour le dîner. Reed grillé. Méun a jeté une salade. Et Eva est montée sur mes genoux comme si elle me connaissait toute sa vie. Ce n'était pas parfait. C'était parfois gênant, silencieux contre les autres, mais c'était honnête. Et c'était plus que ce que j'avais eu depuis longtemps. Alors que Dileya et moi rentrons chez nous, elle a tendu la main. Vous n'aviez pas à venir aujourd'hui, a-t-elle dit. Mais tu l'as fait. Je suis venue parce que j'avais besoin de voir ce qui comptait. Si je vais rester avec vous, je dois comprendre chaque partie. Elle me regarda, les yeux débordants. Est-ce que tu? J'ai hoché la tête. Je commence à. Et pour la première fois depuis que tout s'est effondré, j'ai vu une route à venir qui ne se terminait pas en silence. Ils disent que le temps guérit toutes les blessures, mais j'ai appris que ce n'était pas tout à fait vrai. Le temps ne guérit pas. Cela vous donne juste de la place pour décider quoi faire avec la cicatrice. Quelques cicatrices que vous cachez. Certains que vous tracez avec vos doigts quand personne ne regarde. Et certains, si vous avez de la chance,
vous apprenez à porter ouvertement. C'est ce que nous faisions maintenant, dit Leia et moi, portant la cicatrice ensemble. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il y a eu des matins, je me suis réveillée et j'ai regardé le plafond, me demandant si j'avais fait une erreur. Il y a eu des nuits où Leia commençait à parler, puis retirait les mots. Comme si peur une vérité de plus pourrait nous démolir pour de bon. Mais lentement, morceau par morceau, nous avons commencé à reconstruire. Pas la vie que nous avions auparavant. Il était parti. Mais quelque chose de plus récent, quelque chose de moins parfait, peut-être, mais plus honnête. Nous avons commencé avec le dimanche. Leia ne est plus partie seule. Ce premier dimanche, après être revenus d'un repas ensemble, nous avons emballé la voiture côte à côte. J'ai chargé les collations préférées d'Eva et le livre de puzzle qu'elle avait laissé. Leia a plié une robe propre dans un fourre-tout et a attrapé 2 bouteilles de Pierce d'air, une pour nous, une pour Morin. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans le chemin de gravier qui me vidait, j'ai senti ma poitrine se resserrer, mais elle ne s'est pas effondrée. Cette fois, il n'y avait pas de cachette, pas de secret, juste de la réalité, des bords rugueux et tout. Eva est venue voler du Porsche, se dirigeant vers Leia avec un crisé qui aurait pu se fissurer en verre. Elle enroula ses bras autour de ses jambes et cria « Tu es ici !» Comme si elle ne l'avait pas vue depuis un an. Puis elle se tourna vers moi, la main sur ses hanches, et dit « Vous avez apporté des cookies, non ?» Chaque semaine, dis-je en souriant. C'est dans les nouvelles règles. Cette première visite donne le ton. Il ne s'agissait pas de remplacer qui que ce soit ou de réclamer un titre. Je n'ai pas essayé d'être le père d'Eva ou même son ami. J'étais juste là, quelqu'un sur lequel elle pouvait compter, quelqu'un qui ne tressaillait plus à la vérité. Et elle a répondu à cela. Les enfants peuvent sentir quand quelqu'un est réel. Elle a commencé à sauver ses dessins pour moi. J'ai commencé à me pointer sur des photos, elle avait griffonné de crayons. C'est toi, disait-elle en pointant une silhouette de bâton avec des cheveux sauvages et un biscuit dans sa main. Leia a regardé tout cela avec une sorte de gratitude silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Nous avons commencé à parler plus ouvertement, pas seulement sur Eva et Maureen et Reed, mais sur nous, de ce que l'année dernière avait vraiment été pour elle. Elle m'a dit à quel point elle se sentait coupable chaque dimanche, elle est rentrée chez moi. Comment parfois elle était assise dans l'allée en essayant de trouver le courage d'entrer à l'intérieur. Comment quelques nuits elle a pleuré sous la douche pour que je n'entende pas. Je détestais te mentir, dit-elle une fois, enroulée à côté de moi sur le canapé. Mais j'avais peur de le voir comme quelque chose de laid, quelque chose qui m'a fait moins le vôtre. Je ne voulais pas parfait, j'ai répondu. Je voulais vous tous. C'est devenu notre fondation. Plus d'histoires organisées. Plus de silence se faisant semblant d'être la paix. Si quelque chose faisait mal, nous l'avons dit. Si quelque chose se sentait éteint, nous l'avons creusé au lieu de le brosser. Ce n'était pas facile, mais c'était réel. Nous avons également commencé à thérapie. Chaque jeudi. Session, dit Leia a crié avant même de s'asseoir. Session particulièrement lourde, Leia et moi avons conduit au lac où nous avions l'habitude de pique-niquer au début de notre mariage. Nous n'avons rien dit au début, nous avons juste regardé l'eau attraper le clair de lune comme un secret d'argent. Puis elle a tendu la main et m'a dit, « Je ne sais pas ce que je ferais si vous ne sommes pas revenus. » Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé. Il y avait plus de lignes autour de ses yeux maintenant, plus de poids dans sa voix. Mais elle était encore Leia. Pourtant, la femme qui savait comment faire mon café correctement. Toujours la femme qui a dansé pieds nus dans la cuisine quand elle pensait que personne ne regardait. Tu ne m'as jamais vraiment perdu, dis-je. Vous avez juste rendu plus difficile de vous trouver. Elle acquiesça lentement. Je ne ferai plus ça. Et elle ne l'a pas fait. Maintenant, le dimanche arrive, ce n'est plus un déclencheur. C'est autre chose, quelque chose de mieux. Nous nous empilons tous dans la voiture, parfois avec Eva chantant trop fort sur le siège arrière. Parfois, avec des cookies s'effondrer dans la console, parfois avec un roseau déjà envoyé des SMS pour demander si nous apportons du cidre supplémentaire. Nous nous asseyons à la même table, partageons la même nourriture, parlons de nos semaines, rions. Chaque instant n'est pas facile. Il y a encore des ombres,
mais nous les faisons face ensemble maintenant, entièrement visibles. Je ne suis pas le beau-père d'Eva. Je n'ai pas besoin de l'être. Je suis juste Jonas, l'homme qui aime sa maman, qui apporte des cookies et lit les histoires au coucher lorsqu'on lui a demandé, qui se présente même quand c'est difficile. Elle ne connaît pas toute l'histoire. Peut-être qu'un jour elle le fera, mais pour l'instant, elle sait que je ne suis pas un étranger. C'est assez. Quant à Dileya et à moi, nous écrivons toujours notre histoire. C'est plus compliqué que je ne l'imaginais, mais c'est réel. C'est courageux. C'est à nous. Et le dimanche, nous ne parlons pas de ce qui a été perdu. Nous nous présentons pour ce qui reste. Nous construisons à partir de là.